Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous touche, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. L'histoire profitait de l'histoire, tout le monde. Elle était agenouillée près d'un enfant effrayé lorsqu'elle sentit son regard. Un frisson parcourut son échine, comme si quelque chose d'ancien venait de s'éveiller. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux croisèrent les siens froids, intenses, impossibles à déchiffrer. Alexander Whitmore, l'homme le plus redouté du pays, se tenait là, immobile, comme si le monde s'était arrêté lui aussi. Il était la puissance. Elle était la tendresse. Il était le silence. Elle était le refuge. Et à cet instant, quelque chose fut scellé entre eux, sans mots, sans promesse. Mais ce qu'il a dit cette nuit-là a changé tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour. Si cette histoire réveille quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne, dites-nous d'où vous écoutez et laissez un j'aime. Cela nous montre qu'il reste encore des cœurs prêts à ressentir. L'aile pédiatrique de l'hôpital Saint-Augustine à Chicago était plongée dans un silence particulier. Ce n'était pas le calme qui suit une tragédie, ni la quiétude stérile de la routine. C'était un silence lourd d'épuisement, rythmé par le clignotement des moniteurs et le doux bruissement des infirmières se déplaçant avec une attention rodée. Parmi elles, Hannah Raine évoluait comme si elle était faite de lumière, une lumière qui n'aveuglait pas, mais apaisait. À 26 ans, Hannah avait appris à lire les gens à la façon dont ils tenaient leurs mains ou à la rapidité de leurs battements de cils. Elle s'était habituée à réconforter sans parole, à sourire même lorsque sa propre vie la faisait souffrir en silence. Ce matin-là, elle était agenouillée près du lit d'un petit garçon nommé Léo, traçant des dessins imaginaires sur le drap pour le distraire de la perfusion dans son bras. C'est alors qu'elle le sentit. Une présence. Une pause. Un regard qui la transperçait depuis l'autre bout de la pièce. Elle se tourna, lentement, prudemment, et ses yeux se verrouillèrent aux siens. Alexander Whitmore se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtu d'un costume sombre sur mesure qui n'avait rien à faire dans ce service usé, son manteau drapé sur un bras, l'autre main dans sa poche. Il l'observait d'une manière qui semblait étirer et courber le temps autour d'eux. Ce n'était pas juste de la curiosité. C'était comme s'il reconnaissait quelque chose en elle, quelque chose qu'il n'attendait pas. Il était venu à l'improviste, dans le cadre d'une initiative discrète pour soutenir les hôpitaux publics via sa branche philanthropique, la Fondation Whitmore. D'habitude, il envoyait des conseillers ou des agents de relations publiques, mais aujourd'hui, pour des raisons que lui-même ne pouvait nommer, il avait décidé de venir en personne. Et maintenant, il ne pouvait plus détourner le regard. Hannah se leva, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il n'y avait aucune peur dans son regard, seulement de la confusion, et autre chose. Elle lissa le bord de sa blouse et marcha vers lui, ses pas mesurés, gracieux malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, la voix basse et égale. Alexander cligna des yeux comme s'il revenait d'un pays lointain. « Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous interrompre. » « Vous ne l'avez pas fait, dit-elle, mais son ton était différent maintenant, sur la défensive, incertain. « Êtes-vous de la Fondation » Il hocha la tête. « Whitmore Holdings. »« Je suis Alexander. » Bien sûr qu'il l'était. Tout le monde à Chicago connaissait ce nom. L'empire Whitmore touchait à tout. Banque, immobilier, médias, médecine. Il était l'homme qui faisait bégayer les PDG, flatter les politiciens et trembler les journalistes. Et pourtant, il était là, debout devant elle, comme un homme incertain de son équilibre. « Je suis Hannah » dit-elle simplement. Elle ne lui tendit pas la main. Ils restèrent silencieux un moment, assez longtemps pour qu'elle remarque la légère tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux passaient d'elle au garçon sur le lit. Elle suivit son regard. « Léo » expliqua-t-elle. 8 ans. Arrivé hier soir avec une grave crise d'asthme. Il a peur des aiguilles, alors je le distrais avec des dinosaures. Est-ce que ça aide ? Seulement si je fais la voix du T-Rex. Elle esquissa un faible sourire, surprise par sa propre volonté de se confier. Il ne sourit pas en retour, mais ses yeux s'adoucirent juste un peu. Vous êtes doué dans ce que vous faites. Elle inclina la tête. Vous m'avez juste vu agenouillé près d'un lit. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut tout dire, répondit-il. Et c'était là, une lueur de chaleur sous l'armure. Leur conversation ne dura pas longtemps. Une infirmière appela Hannah depuis le couloir, et elle s'excusa,
mais avant de partir, elle le regarda à nouveau, et dans ce regard, quelque chose fut échangé. Pas des noms, ni des rôles, ni des intentions, juste quelque chose d'indicible, d'intrigant, d'inachevé. Plus tard ce jour-là, Anna repenserait à ce moment et réaliserait qu'elle avait vu de la tristesse dans ses yeux, pas le genre de tristesse performative que les hommes puissants arborent parfois en interview. C'était quelque chose d'enfoui, à vif, comme s'il avait oublié comment demander de l'aide et ne faisait confiance à personne qui l'offrait. Alexander, de son côté, se retrouva à arpenter les sols en marbre de son Penthouse des heures plus tard, rejoignant la voix de la jeune femme dans son esprit. Il n'y avait eu aucune stratégie chez elle, aucun agenda, aucune performance, juste une présence. Et cela, pour un homme dont la vie était remplie de masques, était étrangement désarmant. Le lendemain matin, des fleurs arrivèrent à l'hôpital. Pas le genre qui réclame l'attention, mais de simples lys blancs avec une note qui disait « Merci de m'avoir rappelé à quoi ressemble la bonté. A.W. » Anna faillit laisser tomber la carte en lisant la signature. Les infirmières bourdonnaient de chuchotements, la taquinant avec des sourires en coin et des sourcils levés. Elle sourit, ne dit rien et glissa la note dans son casier. Elle se dit que cela n'avait pas d'importance, mais cette nuit-là, elle rêva d'un homme aux yeux fatigués et aux trop nombreux secrets. Une semaine plus tard, Alexander revint. Pas avec un conseil d'administration ou une équipe de presse, mais seul. Il demanda Anna. Elle le trouva dans le jardin de la cour intérieure, faisant les 100 pas près de la fontaine comme quelqu'un qui ne savait pas attendre. « Je ne suis pas là pour affaires, dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Non. » Elle croisa les bras. « Je voulais vous parler, loin des infirmières, des petits garçons et des murs d'hôpital. » Elle hésita. « Pourquoi ? » « Je ne sais pas, dit-il. Mais je n'arrive pas à chasser de mon esprit la façon dont vous m'avez regardé. Comme si vous voyiez à travers tout. » Elle cligna des yeux. « Ce n'était pas mon intention. Je sais. C'est ce qui m'effraie. » Ils s'assirent sur un banc de pierre. Elle ne posa pas de questions sur son monde, et il n'en parla pas. Au lieu de cela, il l'interrogea sur ses livres préférés. Son chien d'enfance. Le seul endroit où elle avait toujours voulu aller sans jamais pouvoir. Et pendant 2 heures, ils parlèrent comme deux personnes qui avaient oublié qui elles étaient censées être. Mais juste au moment où elle commençait à se détendre, à s'autoriser à croire à cette aisance entre eux, il regarda sa montre et se leva. « Je dois y aller, dit-il d'une voix sèche. »« Bien sûr. » Elle se leva aussi. Il la regarda alors comme s'il voulait dire quelque chose d'important mais n'y arrivait pas. Alors, à la place, il fouilla dans sa poche, lui tendit un papier plié et partit sans un autre mot. Elle l'ouvrit après sa disparition. Une note manuscrite. Dîner. Demain. 20h. Je n'apporterai pas mon monde si vous promettez de ne pas apporter le vôtre. En dessous, une adresse. Le restaurant était calme. Le genre d'endroit caché derrière de hautes haies du verre dépoli. Élégant, discret et conçu pour la confidentialité. Des lumières ambrées douces brillaient au-dessus, projetant de légers halos sur les nappes en lin blanc. Un violoncelle jouait quelque part en fond, sa mélodie lente et mélancolique. Anna était assise à une table d'angle, ses mains jointes sur ses genoux, essayant de ne pas s'agiter. Elle avait choisi une robe bleu marine, modeste, simple, quelque chose qui avait plus sa place dans une église que dans un endroit comme celui-ci. Et pourtant, lorsqu'Alexander entra et la repéra à travers la pièce, son souffle se coupa. Elle avait l'air de ne pas être à sa place, et pourtant, elle semblait y appartenir plus que quiconque. Il traversa la salle avec une aisance délibérée, vêtu d'un costume sombre qui semblait coûter plus que le salaire annuel de la jeune femme. Mais sa présence n'était pas seulement une question de richesse, c'était du commandement, du contrôle, une puissance tranquille. Et pourtant, quand il l'atteignit, tout cela sembla s'adoucir. « Vous êtes venu, dit-il, comme surpris qu'elle soit réelle. » Elle leva les yeux, croisant les siens. « Vous aussi. » Ils sourirent, de petits sourires timides. Et c'était comme si personne d'autre n'existait dans le restaurant. Le serveur apparut, s'inclina légèrement et versa de l'eau pétillante dans de grands verres. Anna attrapa le sien et but une gorgée, ayant besoin de quelque chose pour s'ancrer. Alexander l'observait, pas de la manière dont les hommes le faisaient souvent, mais comme s'il essayait de mémoriser son expression, essayant de comprendre le langage de ses silences. « Je n'étais pas sûr que vous accepteriez, » admit-il. « Moi non plus, répondit-elle. J'ai failli ne pas venir.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Elle hésita. Vous aviez l'air perdu, ce jour-là à l'hôpital. Comme si vous portiez quelque chose de lourd en faisant semblant que ce n'était pas là. Il cligna des yeux, pris au dépourvu. Je ne savais pas que ça se voyait. Ça ne se voit pas. Pas pour la plupart des gens. Il y eut un battement de silence entre eux. Puis il se recula, joignant les mains devant lui. Parlez-vous toujours comme ça? Comme si vous voyiez droit à travers les gens? Seulement quand il n'essaie pas si fort de se cacher. Un petit rire lui échappa, grave, authentique. Que Dieu me vienne en aide, murmura-t-il. Le dîner se déroula avec une élégance lente. Ils ne parlèrent ni de travail, ni de politique, ni de rien qui appartenait à son monde à lui, mais de souvenirs d'enfance, de livres favoris, du bruit de la pluie la nuit. Alexander lui raconta la maison au bord du lac où sa mère l'emmenait autrefois, avant que tout ne devienne une question de pouvoir et d'héritage. Anna partagea comment elle avait appris à tresser ses propres cheveux après le départ de sa mère, et comment elle inventait des berceuses pour son petit frère quand leur père oubliait de rentrer. Il y avait une douceur dans leur voix, comme s'ils savaient tous deux que cette nuit était quelque chose de fragile. Au moment où le dessert arriva, auquel aucun d'eux ne toucha, la distance entre eux s'était comblée, pas physiquement, mais émotionnellement. Quelque chose avait commencé à se former dans cet espace, pas seulement de l'attraction, mais de la reconnaissance. Quand ils sortirent, l'air était frais et humide. Sa voiture attendait au bord du trottoir, le moteur ronronnant doucement. Mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Ils restèrent sur le trottoir sous la lueur d'un vieux lampadaire, enveloppés de calme. « Serait-ce inapproprié » demanda-t-il lentement. « Si je disais que je ne veux pas que cette nuit se termine maintenant ?» Elle le regarda, ses yeux reflétant quelque chose de non dit. « Cela dépend de ce que vous entendez par « se termine ». Il sourit faiblement. « Juste pas encore. Pas d'adieu. Peut-être une promenade ?» Elle hocha la tête, et ils marchèrent, lentement, sans direction, comme des gens qui ne voulaient pas être trouvés. Cette nuit-là ne se termina pas par un baiser. Elle n'en avait pas besoin. Elle se termina par un regard qui s'attarda juste assez longtemps pour résonner dans leurs esprits bien après qu'ils se furent séparés. Les jours qui suivirent furent calmes en surface, mais chargés en profondeur. Alexander n'envoya pas de fleurs cette fois, pas de geste public. À la place, elle reçut une note manuscrite glissée dans son casier. Je serai près du banc du parc où les sycomores penchent. Vendredi, 19h30. Elle ne le dit à personne. Ils se revirent. Et encore. Toujours dans des endroits où personne ne les reconnaîtrait. Des dîners ouverts tard le soir, des jardins ombragés, des bibliothèques privées à l'arrière de vieux bâtiments. Chaque rencontre était un murmure, une page volée d'un livre que personne d'autre ne pouvait lire. Ils parlaient de tout et de rien. Et à chaque conversation, Alexander devenait moins une figure distante et plus un homme. Il confessa sa peur de devenir comme son père, un homme qui bâtissait des empires mais laissait la destruction dans chaque pièce qu'il quittait. Anna, en retour, lui confia sa peur d'aimer quelqu'un qui pourrait disparaître à tout moment, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. « Je ne disparais pas », dit-il une fois, la voix serrée. « Si, tu disparais », chuchota T.L. Dans tes yeux. Il ne contesta pas. Il détourna simplement le regard. Mais tous les moments n'étaient pas lourds. Il y avait des rires aussi, des blagues privées qui naissaient dans des regards, la façon dont elle se moquait de son obsession pour le café noir, ou comment il la taquinait parce qu'elle portait toujours 2 stylos, un pour le travail, un pour les rêves. Un soir, dans un vieux théâtre désaffecté, il dansa avec elle sur une musique jouée depuis son téléphone. Elle rit quand il lui marcha sur les pieds, et il rit aussi, pour la première fois depuis des années. Là, dans cette salle à l'odeur de poussière, entourée de sièges cassés et de rideaux oubliés, ils se sentirent vivants d'une manière qu'aucun conseil d'administration ou aile d'hôpital ne pourrait jamais offrir. Pourtant, ils ne nommaient pas ce qui grandissait entre eux. Il n'y avait pas de déclaration, seulement des yeux qui en disaient trop et des touchés qui s'attardaient trop longtemps. Puis vint la nuit à son bureau. Elle était venue déposer une lettre de remerciement pour un don qu'il avait fait à une aile pédiatrique en son nom anonymement, bien sûr. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne frappe, comme s'il avait attendu. À l'intérieur, la pièce était chaude, sombre, à l'exception des lumières de la ville filtrant à travers les hautes fenêtres. Ils parlèrent un instant, rien d'urgent, mais quelque chose bascula, une pause entre les mots, un silence qui s'étira juste une seconde de trop.
Elle fit un pas en arrière, et il fit un pas en avant. Leurs mains se touchèrent d'abord, ses doigts effleurant les siens, hésitants. Puis leurs yeux se rencontrèrent, et toute la retenue qui existait s'effondra entre eux. Le baiser fut lent au début, une question formulée par le souffle et la peau. Mais ensuite vint l'attraction, profonde, magnétique, indéniable. Ses mains encadrèrent son visage comme s'il avait peur qu'elle ne s'évapore. Le corps d'Anna fondit contre le sien comme s'il avait connu sa forme bien avant cette nuit. Ils se séparèrent, à bout de souffle. « Je n'aurais pas dû. » Commença-t-il. « Je sais, dit-elle. » Mais aucun d'eux ne s'éloigna. Et dehors, au-delà de la vitre, la ville gardait ses secrets. Cela n'était jamais censé se passer comme ça. Ils s'étaient retrouvés pour un dîner tardif, cette fois dans un salon privé à l'intérieur d'un des immeubles d'Alexander, un endroit calme avec des fauteuils en velours et des lampes tamisées qui déversaient une lumière ambrée sur les parquets en acajou. Il avait cuisiné, ou essayé, des pâtes brûlées, des légumes pas assez cuits. Anna avait ri si fort qu'elle en avait presque pleuré, et Alexander, pour une fois, semblait avoir perdu tout contrôle. Humain, doux. Elle nettoya le désordre pendant qu'il ouvrait une bouteille de vin. Ils s'assirent par terre plutôt qu'à table. La musique jouait doucement, un vieil air de jazz fredonnant comme un secret en arrière-plan. « Tu es différent quand tu n'essaies pas d'être parfait », dit-elle en buvant lentement. Il la regarda, un sourcil levé. « C'est un compliment ? C'est le seul genre que je donne. » Ils étaient plus proches qu'ils ne le réalisaient, genoux se frôlant, épaules inclinées l'une vers l'autre, ce genre de proximité qui ne s'annonce pas mais s'immisce, un battement de cœur à la fois. Sa main reposait sur le sol entre eux, et sans réfléchir, ses doigts trouvèrent les siens, un entrelacement silencieux. Elle ne se retira pas. Ils ne parlèrent plus après ça. Pas pendant un long moment. Au lieu de cela, il se tourna vers elle, lent, timide, comme quelqu'un s'approchant d'un feu. Sa main se déplaça vers sa joue, son pouce effleurant la courbe de sa mâchoire alors que ses yeux cherchaient les siens, posant une question qu'il ne savait pas comment formuler. Son souffle se bloqua, mais elle ne détourna pas le regard. Il se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent douces, chercheuses, inconnues, mais destinées. Ce n'était pas le baiser d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. C'était le baiser de quelqu'un qui avait peur de ne jamais le mériter. Et pour Anna, ce n'était pas une reddition, c'était une reconnaissance. Quand ils se séparèrent, ses mains tremblaient légèrement. Elle ferma les yeux, s'ancrant dans la sensation de sa paume berçant toujours sa joue. « Ça va » chuchota Théil. Elle hocha la tête, à peine. « Je juste. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. » « Comme quoi ?»« Réel. » Un moment passa. Puis il se leva, lui tendant la main. « Viens avec moi. » Il la mena à l'étage, sans hâte, mais avec révérence. Le trajet en ascenseur fut silencieux, ses doigts enroulés dans les siens, son pouce emballant. Son bureau pentouse n'était en rien comme elle l'imaginait. C'était chaleureux, des livres bordaient les étagères, et il y avait un piano dans un coin, couvert de poussière. Il tamisa les lumières et ouvrit les baies vitrées, laissant entrer les sons de la ville sirène lointaine, klaxons, le bourdonnement sans fin de la vie en bas. « Reste, dit-il doucement. Elle s'approcha. « Tu es sûr ? » « Non, admit-il. Mais je veux l'être. » Leur second baiser fut plus profond, rempli de choses qu'il n'avait pas dites. Il la souleva doucement, la portant dans une chambre qui sentait légèrement le cèdre et le lin. Elle rit nerveusement quand il cogna le cadre de la porte, et il sourit en chuchotant un pardon contre son épaule. Il n'y eut pas de mouvement brusque, pas de précipitation, juste des mains apprenant le rythme de l'autre. Il la déshabilla comme quelqu'un déballant quelque chose de fragile. Pas avec luxure, mais avec émerveillement. La peau d'Anna répondit à son toucher comme si elle avait attendu cette permission, et quand elle se tint devant lui, nue et exposée, elle ne ressentit aucune honte. Elle se sentit vue. Les mouvements d'Alexander étaient lents, précautionneux. Il embrassa la courbe de son épaule, sa clavicule, ses poignets. Il mémorisa la façon dont son souffle se coupait quand il touchait le creux de ses reins, la façon dont elle chuchotait son nom. Alex. Comme une prière à laquelle elle n'était pas sûre qu'il répondrait. Ils s'allongèrent ensemble, et l'espace entre eux s'évanouit. Pas de faux-semblants, pas de titre, juste la chaleur de la peau et l'émotion inexprimée. Ils ne firent pas l'amour par désir, ils firent l'amour par manque, le manque d'être connus, d'être tenus, d'être choisis. Et quand ce fut fini, ou plutôt,
quand les vagues se calmèrent enfin, ils ne parlèrent pas. Ils restèrent simplement allongés dans le noir, le cœur battant encore fort, les mains cherchant encore, sa tête sur son torse, ses doigts dessinant des formes invisibles sur son dos. « Je ne voulais pas que cela arrive, dit-elle doucement. « Moi si, répondit-il. Pas comme ça. Mais j'ai su au moment où je t'ai vu que je me ruinerais si cela signifiait être près de toi. » Elle ferma les yeux, des larmes s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Il ne les essuya pas, il la serra simplement plus fort. Dans les jours qui suivirent, ils existèrent dans des heures volées. Dans des chambres d'hôtel calmes, sur des routes de campagne, sur la banquette arrière d'une voiture garée en silence. Chaque contact devenait un langage, chaque au revoir une blessure. Une nuit, dans sa maison de campagne des Hantons, ils cuisinèrent ensemble et finirent par se nourrir l'un l'autre près de la cheminée. Dehors, la neige commença à tomber, lente et silencieuse. À l'intérieur, il s'agenouilla derrière elle, embrassant sa colonne vertébrale, traçant son nom sur sa peau avec rien d'autre que son souffle. Elle chuchota des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Il écouta comme si cela comptait plus que n'importe quel contrat. « J'ai peur de devenir invisible, dit-elle. Tu es la seule chose que je vois. » Ils firent l'amour à nouveau. Pas seulement par passion, mais parce qu'être séparés était devenu insupportable. Et quelque part dans ces moments, quelque chose d'inattendu commença à grandir. Un changement silencieux. Une vie se formant en elle. Mais Anna ne le savait pas encore. Pas à ce moment-là. Elle savait seulement que quelque chose de sacré avait pris racine. Et au fond d'elle, une vérité attendait d'être découverte. Une vérité qui allait tout changer. Les nuits suivantes se fondirent les unes dans les autres, comme des coups de pinceau sur une toile trop sacrée pour être nommée. Pour Anna et Alexander, le temps cessa d'obéir aux horloges. Ils existaient entre les gardes à l'hôpital et les réunions de direction, entre le fracas du monde réel et le calme de leurs secrets. Parfois c'était son Penthouse à Manhattan, un sanctuaire de verre élégant au-dessus du bruit. D'autres fois c'était le cottage dans les Hantons, caché derrière les pins et inondé de clairs de lune. Où qu'ils fussent, le monde extérieur devenait plus petit. Ce qui comptait, c'était la façon dont ils se regardaient quand personne d'autre ne pouvait voir. Un soir, alors que l'hiver chuchotait aux fenêtres, Anna se tenait pieds nus dans sa cuisine, ne portant rien d'autre qu'une de ses chemises et buvant un thé à la menthe. Alexander l'observait depuis l'encadrement de la porte, appuyé contre le chambranle comme un homme essayant de la mémoriser. La façon dont ses cheveux étaient attachés en désordre, la façon dont ses jambes s'étiraient vers la lumière douce, la courbe de sa colonne alors qu'elle s'appuyait sur le comptoir. « Tu fais toujours ça » dit-elle sans se retourner. « Faire quoi » ? Me regarder comme si j'étais sur le point de disparaître. Il marcha vers elle lentement, sa voix n'étant qu'un souffle. « C'est parce que chaque fois que tu es près de moi, je commence à croire à des choses auxquelles j'ai cessé de croire il y a longtemps. » Elle se tourna pour lui faire face, posant la tasse sur le comptoir. « Comme quoi ? Comme le fait que je ne suis peut-être pas condamné à devenir mon père. Que peut-être je peux construire quelque chose sans le détruire. » Ses yeux s'adoucirent. Elle leva la main et toucha son visage, un geste simple mais qui lui noua la gorge. « Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, » chuchota-t-elle. « Ne me repousse juste pas. » Cette nuit-là, ils ne se précipitèrent pas. Il l'embrassa dans le couloir, leurs ombres s'étirant longuement sur le parquet. Ses mains glissèrent sous la chemise qu'elle portait, mémorisant sa chaleur, son rythme, le soulèvement et la retombée de son souffle. Ils firent l'amour avec cette lenteur qui ne vient que lorsque deux personnes ne se cachent plus. Il y avait de la révérence dans chaque mouvement. Alexander traça sa clavicule de ses lèvres comme si c'était une écriture sainte. Anna explora son torse avec des doigts tremblants, non par peur, mais par découverte. Elle chuchota son nom, Alex, et il ferma les yeux, comme si se sont guérissait quelque chose en lui. Plus tard, allongée dans le lit emmêlé dans le calme, elle demanda « As-tu parfois l'impression que nous vivons hors du temps ?» Il la regarda, écartant une mèche de cheveux de sa joue. Tout le temps. Dans les jours qui suivirent, leur connexion s'approfondit, non seulement dans la passion mais dans la présence. Ils partageaient des silences qui n'exigeaient pas d'être comblés. Des rires qui montaient soudainement et sans explication. Des moments où ils s'assoyaient l'un face à l'autre, ne disant rien, se sentant pourtant complètement compris. À la maison de campagne, l'air sentait le pin et le feu de bois. Alexander alluma la cheminée et posa d'épaisses couvertures sur le canapé en cuir usé. Ils partagèrent du vin et des histoires de leur passé,
les choses qu'il n'avait jamais dites à personne d'autre. Anna confessa comment, enfant, elle s'endormait au son des pleurs de sa mère dans la pièce voisine, comment elle fredonnait pour couvrir le bruit. Alexander lui raconta comment il s'asseyait dans le bureau de son père tard le soir, faisant semblant de lire des contrats qu'il ne comprenait pas, juste pour se sentir proche de lui, même dans le silence. « Tu n'as pas apporté tout ça, dit-elle, traçant ses jointures avec son pouce. Je ne sais pas comment le poser. Tu le fais maintenant. Et peut-être le faisait-il. Parce que cette nuit-là, quand ils se déshabillèrent à nouveau, il ne s'agissait pas d'évasion. Il s'agissait d'être vu, d'être choisi, d'être tenu sans question. Elle embrassa la cicatrice sous ses côtes et ne demanda rien. Il passa ses doigts le long de sa colonne vertébrale et ne tressaillit pas quand elle chuchota ses peurs. Il n'y avait pas de performance. Juste l'abandon. Ils restèrent allongés dans le calme après, le feu crépitant à côté d'eux. Il la tira contre son torse, son menton reposant sur sa tête, et pour la première fois depuis des années, il dormit sans rêver. Mais quelque chose de non dit avait commencé à changer. Un matin, Anna se tenait au lavabo de la salle de bain, se brossant les dents, quand elle croisa son reflet. Peau pâle, cerne plus sombre sous les yeux, une tension dans le bas de son ventre qu'elle n'arrivait pas tout à fait à situer. Elle cligna des yeux pour chasser l'idée. Se dit que ce n'était rien. Juste de la fatigue. Juste de longues heures et de longues nuits. Mais une part d'elle savait. Quelque part sous la surface, son corps avait déjà commencé à chuchoter une nouvelle histoire. Elle ne dit rien. Pas encore. Au lieu de cela, elle retourna se blottir dans le lit, glissa sous les draps et se leva contre lui. Il remua mais ne se réveilla pas, son bras l'enveloppant instinctivement. Elle écouta le son de sa respiration et se demanda ce qui se passerait quand elle le lui dirait enfin. Paniquerait-il? Se retirerait-il? Ou ferait-il ce qu'elle espérait silencieusement et la choisirait-il à nouveau? Ce soir-là, il se tenait près de la fenêtre du Penthouse, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. Anna s'appuya contre lui, ses doigts entrelacés aux siens. « As-tu déjà voulu disparaître » demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux vers elle, surpris. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Je ne sais pas. Parfois je me demande juste ce que ça ferait de vivre une vie que personne ne remarque. »« Tu détesterais ça, dit-il, parce qu'il manquerait au monde quelque chose dont il ne sait même pas qu'il a besoin. » Elle sourit faiblement, posant sa tête contre sa poitrine. Il embrassa ses cheveux. Aucun d'eux ne savait que leur monde était déjà en train de changer, qu'en elle un battement de cœur avait commencé, fragile, caché, mais indéniable, et que bientôt, aucun secret ne resterait enfoui. Cela commença par une odeur. Anna se trouvait dans la réserve de l'hôpital, rangeant des flacons d'antibiotiques, quand l'odeur de l'alcool à friction la frappa plus fort que d'habitude. Son estomac se tordit. Une vague de nausée remonta dans sa gorge, vive et inattendue. Elle agrippa l'étagère pour garder l'équilibre, fermant les yeux, respirant par le nez. « Ça va » demanda une collègue en passant la tête. « Ouais » Anna força un sourire. « J'ai sauté le petit déjeuner. » Mais ce n'était pas seulement ça. Au cours des jours suivants, de petites choses commencèrent à dérailler. Des aliments qu'elle aimait normalement la répugnaient soudainement. Son corps semblait plus lourd, pas en poids mais en gravité, comme si quelque chose avait doucement bougé en elle. Et puis vint le moment qu'elle ne put ignorer. Elle avait du retard. D'une semaine. Elle essaya de rester logique. Le stress, les gardes irrégulières, l'épuisement émotionnel, tout cela pouvait dérégler son cycle. Mais au fond, elle connaissait son corps. Et son corps lui disait que quelque chose avait pris racine. À la pharmacie en bas de la rue de l'hôpital, elle paya en espèces, garda la tête baissée et rentra chez elle les mains tremblantes. Elle n'attendit même pas de quitter sa tenue de travail. Le test était posé sur le bord du lavabo alors qu'elle le fixait, figé sur place, le pouls rugissant dans ses oreilles. 2 lignes roses. Anna s'affaissa sur le carrelage froid, le test serré dans sa main. Son cœur tonnait, pas de peur, mais de quelque chose de bien plus compliqué, une tempête d'émerveillement et d'incrédulité. Ses doigts pressèrent son ventre, encore plat, encore calme mais soudainement sacré. Un enfant. Son enfant à lui. Le monde ne s'arrêta pas de tourner. Elle alla toujours travailler, répondit toujours aux urgences, sourit toujours aux patients âgés et banda de minuscules bras. Mais tout semblait différent, comme si elle vivait sur 2 plans, celui que tout le monde pouvait voir,
et celui qu'elle seule pouvait sentir. Elle ne le dit pas tout de suite à Alexander. Au début, elle se convainquit qu'elle avait besoin de temps pour assimiler la nouvelle. Puis elle raisonna qu'il était occupé, enfermé dans des négociations à haut risque, des apparitions médiatiques, des investisseurs mondiaux. Mais en vérité, elle avait peur. Pas de lui. De ce que la vérité pourrait signifier. Pour leur monde tranquille. Pour eux. Ils n'avaient jamais parlé d'enfants. Ils parlaient à peine de l'avenir. Et pourtant, chaque fois qu'il la regardait ces derniers temps, il y avait une douceur. Une question qu'il n'avait pas encore formulée. Une vulnérabilité qu'elle ne voulait pas blesser. La décision la déchirait en silence. Puis un dimanche soir, la réponse arriva sous une forme différente. Elle était dans son appartement, recroquevillée sur la banquette de la fenêtre, buvant du thé au gingembre et faisant semblant de lire un livre. Alexander était assis au piano derrière elle, ses doigts glissant sur les touches avec une aisance surprenante. Il ne jouait rien de reconnaissable, juste des fragments, des notes qui montaient et descendaient comme une respiration. Quand la musique s'estompa, il se tourna vers elle. « Tu es bien silencieuse. » Elle regarda par-dessus son épaule, surprise par la façon dont il l'observait. « Juste fatiguée, dit-elle. Plus que d'habitude. » Elle hésita. « Tu remarques ça ? » « Je remarque tout de toi. » Son cœur rata un battement. Il se leva, s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le banc rembourré. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis doucement, « Tu t'éloignes de moi. » Sa gorge se serra. Non. Si. Sa voix n'était pas en colère. Elle était blessée. Et je ne sais pas pourquoi. Anna ferma le livre sur ses genoux et fixa ses mains. Puis, avant que la peur ne puisse l'arrêter, elle fouilla dans son sac et sortit le papier plié. Le deuxième test. Toujours scellé. Toujours non dit. Elle le lui tendit sans un mot. Alexander la regarda, puis baissa les yeux sur l'objet dans ses mains. Ses doigts étaient stables alors qu'il le dépliait. Au moment où il le vit, la signification de ces deux lignes roses, quelque chose changea dans son expression. Pas de panique. Pas de colère. De l'immobilité. Comme l'instant avant le tonnerre. Il ne parla pas tout de suite. Il le fixa juste, puis la regarda. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix étouffée. Elle hocha la tête, les yeux humides. « J'en ai fait 2. Je n'y croyais pas non plus. » Alexander se leva, fit les 100 pas de l'autre côté de la pièce, passa une main dans ses cheveux. « Un enfant. »« Notre enfant » chuchota-t-elle. Il se tourna lentement, comme si les mots l'avaient frappé physiquement. Un long silence s'étira entre eux. Le genre qui porte le poids de chaque choix encore à faire. Puis il traversa la pièce en 3 enjambées et s'agenouilla devant elle. Il ne dit rien au début. Il posa juste sa main sur son ventre, doucement, avec révérence, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, ravalant un sanglot. Il leva les yeux vers elle. « Je ne sais pas comment faire ça. Moi non plus. Je n'ai jamais. Je veux dire, je n'ai pas grandi avec des exemples de comment aimer quelqu'un de la bonne façon. Je ne demande pas la perfection, chuchota-t-elle. J'ai juste besoin de savoir que tu ne disparaîtras pas. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour la première fois, elle y vit quelque chose de différent. Pas seulement du désir ou de l'admiration, mais de la peur et de l'émerveillement entremêlés. « Je ne fuirai pas, dit-il finalement. Quoi que ce soit, quoi que cela implique, j'en suis. Jusqu'au bout. » Anna expira, le souffle tremblant dans sa poitrine. Il la tira contre lui, la tenant comme si elle risquait de se briser. Et peut-être, à ce moment-là, se brisèrent-ils tous les deux. Juste un peu. Brisés pour s'ouvrir. Brisés pour être honnêtes. Ils restèrent là dans le calme, enlacés, tandis que les lumières de la ville clignotaient derrière eux comme de minuscules promesses. Aucun d'eux ne remarqua le téléphone qui vibrait sur le comptoir de la cuisine. Un message. Un nom. Un gros titre commençant déjà à prendre forme. Parce qu'en dehors de leur bulle fragile, le monde avait commencé à chuchoter. Et bientôt, il allait hurler. Cela faisait 3 jours qu'Anna lui avait donné le test, et Alexander ne l'avait toujours dit à personne. Pas de personnel. Pas d'avocat. Pas de conseiller.
Le monde extérieur continuait de tourner. Les cours de la bourse fluctuaient. Les gros titres défilaient. Mais à l'intérieur de son pentouse, le temps s'était figé. Il passait des heures à arpenter le sol, ses doigts ratissant ses cheveux, son esprit passant en revue des possibilités qu'il n'avait jamais eu à considérer auparavant. Un enfant. Son enfant. Tout dans son monde était bâti sur le contrôle. Des contrats en béton. La domination des salles de conseil. Des communiqués de presse soignés. Mais ça? C'était un battement de cœur qu'il ne pouvait ni gérer ni manipuler. Cela ne venait pas avec une stratégie. Cela venait avec de la vulnérabilité. Et Anna. Il l'observait de l'autre côté de la pièce alors qu'elle versait de l'eau dans un verre, inconsciente qu'il l'étudiait. Elle avait une lueur autour d'elle ces derniers temps. Pas le cliché. Pas magique. Juste une immobilité plus profonde dans sa façon de bouger, comme si son corps savait déjà qu'il protégeait quelque chose de précieux. « Assieds-toi avec moi », dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. « Maintenant ?» Il hocha la tête, s'enfonçant déjà dans le fauteuil en cuir près de la cheminée. Elle vint pieds nus, portant encore une de ses chemises, et cela le désarmait à chaque fois. Quand elle s'assit face à lui, ses mains se joignirent nerveusement. Il ne parla pas au début. Il fixa juste le feu. « Je ne t'ai jamais dit ça », commença-t-il, mais j'étais enfant unique. Mon père avait 2 familles. J'étais celle qui le revendiquait publiquement, mais pas celle qu'il aimait. Les sourcils d'Anna se froncèrent. Elle se pencha en avant. Alex. J'ai juré de ne jamais devenir comme lui. J'ai passé ma vie entière à prouver que je n'étais pas lui. Chaque décision. Chaque risque. Chaque once de succès. Tout ça pour me distancier de son ombre. Il se tourna pour lui faire face complètement. Et maintenant, la seule chose qu'il a échoué à faire devient la seule chose que je dois apprendre à faire à partir de zéro. Elle tendit la main et prit la sienne. Tu n'as pas à être ton père. Mais j'ai peur de l'être déjà. Je ne sais pas comment être doux avec quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne sais pas comment construire une famille quand je n'en ai jamais vu une qui ne s'effondrait pas. Tu commences par rester. C'est tout. Pas en planifiant, pas en perfectionnant, juste en restant. Il hocha la tête lentement. Je le veux. Je le veux vraiment. Alors c'est assez pour le moment. Il y eut une longue pause. Le feu crépitait. Une sirène lointaine gémissait dans la rue en bas, et puis il demanda, « L'as-tu dit à quelqu'un » ? Non. Seulement à toi. Il laissa échapper un souffle. En partie de soulagement. En partie d'effroi. Bien, dit-il. Parce que j'ai besoin de temps pour trouver comment te protéger avant que ça ne se sache. Elle hocha la tête. Mais il y avait quelque chose dans son expression qu'il ne vit pas. Quelque chose de non dit. Parce qu'Anna avait reçu un message ce matin-là. D'un numéro bloqué. Une seule ligne. Est-ce qu'Alexander c'est pour le bébé maintenant? Pas de nom. Pas de source. Mais elle savait ce que cela signifiait. Quelqu'un savait. 2 jours plus tard, cela arriva. Cela commença par un titre enfoui sur un site de potin. Femme mystère vue aux pentouses de Whitmore plusieurs nuits. Puis, le lendemain, une source interne affirme, la maîtresse secrète du PDG pourrait attendre un enfant. Anna vit le poste pendant sa pause déjeuner. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle fit tomber son téléphone. Son visage devint froid. Le temps qu'elle le ramasse, les commentaires avaient déjà commencé. Croqueuse de diamants. Scandale classique. L'infirmière séduit le milliardaire. Regardez-la vendre l'histoire du bébé pour des millions. Elle ne pouvait pas respirer. L'hôpital n'avait rien dit. Encore. Mais les regards avaient commencé. La façon dont les infirmières baissaient la voix quand elle entrait dans la pièce. La façon dont un médecin jeta un coup d'œil à son ventre puis détourna le regard. Elle ne finit même pas sa garde. Elle partit, tout simplement. Alexander était en réunion quand elle fit irruption dans le bâtiment. Aucun agent de sécurité ne l'arrêta. Il la connaissait maintenant. Elle monta dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage avec des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Quand il la vit, il se leva immédiatement. Anna. Quelqu'un l'a divulgué. Son visage se figea. Elle jeta son téléphone sur son bureau. Ils savent.
Tout le monde sait. Ça commence déjà. Les commentaires. Les regards. Les chuchotements. Il m'appelle. Sa voix se brisa. Il m'appelle un piège. Un scandale. Il fit un pas vers elle mais elle recula. Tu avais dit que tu me protégerais. Tu avais dit qu'on avait du temps. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi, Alex? Que quelqu'un dans ton petit empire parfait te trahirait? Ou que peut-être, juste peut-être, notre monde n'allait jamais survivre au tien? Sa mâchoire se serra. Je vais arranger ça. Non. N'arrange pas ça. Ressens-le. Pour une fois dans ta vie, arrête de calculer et ressens-le juste. Il recula comme si ces mots l'avaient frappé physiquement. Elle essuya ses yeux rapidement. Je ne veux pas disparaître dans ton silence. Si tu vas m'aimer, tu dois aimer tout ça. Le désordre. La peur. Le risque. Moi. Il déglutit difficilement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec un poids qu'elle ne pouvait pas voir. Puis il chuchota, je t'aime. La pièce devint immobile. Elle le fixa. Alors dis-le comme si tu le pensais. Pas comme une affaire conclue. Pas comme une excuse. Il marcha vers elle lentement, délibérément. Je t'aime. Ses yeux à elle s'embuèrent. Je t'aime, répéta-t-il, et j'aime ce que nous avons fait. Même si je ne sais pas encore comment être ce dont tu as besoin, je suis là. Je ne vais nulle part. Elle se laissa tomber contre lui alors, sanglotant contre sa poitrine, les poings pressés contre sa chemise comme si elle avait besoin de s'ancrer. Et pour la première fois, Alexander n'essaya pas de réparer sa douleur. Il la contint simplement. Mais bien en dessous de leur monde de verre et de silence, les appareils photo avaient commencé à crépiter. Et quelque part dans une salle de conférence remplie d'hommes en costume et au sourire cachant des couteaux, une conversation avait déjà commencé. Sur la limitation des dégâts. Sur la réputation. Sur le déni. Parce que l'amour n'avait jamais fait partie du plan d'affaires. Cela commença par un titre dans un tabloïd économique. La maîtresse secrète d'Alexander Whitmore, une infirmière de Chicago, serait enceinte de l'héritier. Puis vinrent les photos. Granuleuses mais indubitables. Anna quittant son immeuble tard le soir, son manteau serré contre elle, le visage partiellement caché sous une écharpe. Une autre image la montrant entrant à l'hôpital, visiblement désemparée. Une troisième, plus cruelle, la captura debout sur le trottoir, sa main posée sur son abdomen. Un moment candide transformé en appât à tabloïd. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À midi, son nom était en tendance. À la tombée de la nuit, son hôpital la suspendit sous prétexte d'enquêter sur des violations de politique interne. La presse la traitait de tout, de l'infirmière qui avait séduit un milliardaire à la femme détruisant Whitmore Holdings. Les talk-shows spéculaient pour savoir si elle était tombée enceinte intentionnellement. Les blogueurs disséquaient son passé. De vieux posts sur les réseaux sociaux refirent surface, sortis de leur contexte. Son modeste appartement fut envahi par les photographes. Un drone planait devant la fenêtre de sa cuisine. Elle ne pouvait pas sortir sans être suivie. Ne pouvait pas vérifier son téléphone sans voir son nom tordu dans des titres qu'elle ne reconnaissait pas. Et Alexander. Il avait promis de la protéger. Mais il était silencieux. Trop silencieux. Anna était assise sur le sol de la salle de bain du Penthouse, recroquevillée près de la baignoire, son téléphone vibrant sans fin à côté d'elle. Elle n'avait pas répondu à un appel depuis des heures. Elle ne pouvait pas. Le bruit était trop fort. Pas seulement dehors, mais en elle. Son corps semblait tendu, sa poitrine serrée. Le poids du bébé qu'elle portait semblait soudain plus lourd, pas physiquement, mais spirituellement. Elle pressa sa paume sur son ventre et chuchota, « Je suis désolée. » Encore et encore. Le pire n'était pas les articles. C'étaient les commentaires. Combien pensez-vous qu'elle a été payée pour le garder? Une autre femme essayant de piéger un homme riche. J'espère qu'il demandera un test de paternité. Il ne la connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Mais dans le monde de la perception publique, la vérité était la première victime. Pendant ce temps, à travers la ville, Alexander était assis dans une salle de conférence sombre entourée de cadres, d'hommes en costume, de femmes au sourire crispé, d'équipes juridiques, d'attachés de presse,
d'investisseurs qui parlaient en pourcentage et en analyse de risque comme si cette crise vivante et respirante n'était rien d'autre qu'un bug dans l'algorithme. Vous devez publier un démenti, dit un conseiller, immédiatement. Nous avons rédigé un communiqué de presse, ajouta un autre. Vous direz que la femme ment, que vous n'avez jamais eu de relation personnelle avec elle. Alexander ne parlait pas. La salle attendait. Puis un homme se pencha en avant, la voix plus froide que les autres. Si vous reconnaissez cet enfant publiquement, vous vous exposez à des poursuites judiciaires, à la panique des actionnaires et peut-être à une OPA hostile du Conseil. Nous avons besoin que vous compreniez la gravité de cette situation. La mâchoire d'Alexander se crispa. Donc vous voulez que je mente? L'homme ne sia pas. Nous voulons que vous protégiez ce que vous avez construit. Alexander baissa les yeux sur le dossier devant lui, une photo floue d'Anna, une copie imprimée de l'article. Son nom encerclé à l'encre rouge comme une menace. Il se leva. Cette réunion est terminée. Alexander. J'ai dit que c'est terminé. Il partit sans un autre mot. Cette nuit-là, Anna ne dormit pas. Elle fit les 100 pas dans l'appartement pendant des heures, chaque craquement du parquet faisant écho à son agitation. Son téléphone vibra à nouveau, numéro inconnu. Elle l'éteignit. À 3h17 du matin, elle entendit la clé tourner dans la porte. Alexander entra, le visage pâle, les yeux creux. Elle n'attendit pas. Où étais-tu? Réunion, réunion, répéta-t-elle, pendant que ma vie était déchirée en morceaux. J'essaie d'arranger ça, Anna. Tu essaies de protéger ton nom, dit-elle sèchement. Pas moi, pas nous. Il s'approcha. Ce n'est pas vrai. Alors où étais-tu quand les médias se sont jetés sur moi? Quand l'hôpital m'a suspendu? Quand je me tenais sur le trottoir en sanglotant parce que je ne savais même pas si je pouvais faire mes courses sans être suivi? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. La voix d'Anna se brisa. Tu avais promis de me protéger. Je ne savais pas que ça arriverait si vite. Tu ne savais pas que ce serait réel, dit-elle en tremblant. Mais c'est réel. Je suis réel. Et ton silence? Il est plus bruyant que les gros titres. Il fit un pas en avant, la voix brisée. Je pensais que rester silencieux te protégerait, que ça ferait disparaître la chose. Est-ce le cas? Demanda-t-elle amèrement. Parce que je ne me suis jamais senti aussi exposé. Il y eut une pause, longue et douloureuse. Puis elle dit quelque chose qui le fit tressaillir. Je ne sais pas de qui j'ai le plus peur en ce moment, du monde extérieur ou de toi. Il semblait anéanti, mais elle n'avait pas fini. Je t'aime, chuchota-t-elle. Mais je n'élèverai pas cet enfant caché derrière tes rideaux. Je ne serai pas un secret. Pas pour ton empire, pas pour tes actionnaires, pas même pour toi. Il chercha sa main, mais elle se retira. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues alors qu'elle marchait vers la chambre et fermait la porte. Pas en la claquant, mais avec ce genre de calme qui signifiait que quelque chose s'était brisé. Le lendemain matin, les médias s'acharnèrent davantage. Alexander Whitmore refuse tout commentaire. Le silence est-il un aveu? L'infirmière disparaît de la scène publique. Où était-elle? Un titre suggérait qu'elle avait fui le pays. Un autre prétendait qu'elle le poursuivait pour des millions. Rien de tout cela n'était vrai. Mais la vérité importait peu. Et pour la première fois depuis des mois, Anna ressentit une chose qu'elle avait oubliée, la solitude. Au 42e étage de la tour Whitmore Holdings, Alexander se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant une ville qu'il ne reconnaissait plus. Son téléphone sonnait dans le vide. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un étranger. Quelqu'un de froid, de brillant et de vide. Il posa le doigt sur l'endroit où la pluie striait le verre, puis chuchota dans la pièce déserte, « Que ai-je fait ?» Derrière lui, la porte du bureau s'ouvrit dans un grincement. « Monsieur » dit doucement son assistante. La conférence de presse a été programmée. Il se retourna lentement. Une conférence de presse. Il ne l'avait pas approuvée, mais la machine s'était déjà mise en marche sans lui. Et maintenant, il devait décider. Protéger son monde, ou protéger la femme qui était devenue son monde. Le silence n'arriva pas d'un coup. Il s'insinua lentement, comme le brouillard roulant à travers une fenêtre entr'ouverte. Doux, invisible, mais suffocant. Anna restait dans la chambre d'amis. Non pas par colère, mais parce qu'elle ne savait plus quelle était sa place. Le grand lit sentait son odeur.
La cannelle, le cuir et toutes ces choses qui, autrefois, la faisaient se sentir en sécurité. Désormais, il ressemblait à un musée de non-dits. Alexander ne lui demanda pas de revenir. Il ne demandait rien du tout. Leurs conversations se réduisirent à la logistique. Tu manges? Oui. Je rentrerai tard. D'accord. Rendez-vous chez le médecin? Jeudi prochain. C'était tout. Pas de « tu me manques ». Pas de « je suis désolé ». Pas de « je t'aime ». Anna traversait le Penthouse comme un fantôme. Invisible, mais toujours meurtrie. Elle se surprenait à fixer l'échographie glissée dans son tiroir, celle où une forme minuscule commençait à se dessiner, se demandant comment une chose aussi vivante pouvait grandir dans un tel silence. Parfois, aux premières heures du matin, quand la ville dormait encore, elle sentait un léger frémissement dans son ventre. Pas un coup. Pas encore. Juste un murmure de mouvement. Comme si l'enfant en elle demandait « Est-ce qu'on va s'en sortir ?» Et elle ne savait pas quoi répondre. Alexander s'enterra dans le travail. Il arrivait tôt, partait tard, prenait des appels la nuit. Il touchait à peine son piano. Il la touchait à peine, elle. Ce n'était pas qu'il ne s'en souciait pas. C'était qu'il ne savait plus comment franchir l'abîme entre eux. Il avait bâti toute sa vie sur le pouvoir, sachant toujours quoi dire, quand le dire, et comment transformer les mots en force. Mais avec Anna, chaque mot qu'il ne prononçait pas devenait un mur. Chaque regard évitait, une brique de plus dans la distance qui grandissait entre eux. Il restait parfois devant sa porte, la main levée pour frapper, mais il ne le faisait jamais. Un soir, elle se tenait sur le balcon, enveloppée dans une couverture en tricot, fixant l'horizon. Le vent rabattait ses cheveux sur son visage et les lumières de Manhattan clignotaient comme des planètes lointaines. Derrière elle, elle entendit le doux grincement de la porte. Il sortit. Il ne dit rien. Il se tint simplement à ses côtés. Elle ne le regarda pas, mais elle demanda « T'arrive-t-il de penser au genre de père que tu seras ?» Il hésita. Chaque jour. Et je suis terrifié. Elle hocha la tête. Moi aussi. Silence à nouveau, mais cette fois plus lourd, chargé de choses tues. Elle se tourna vers lui. Veux-tu toujours de tout ça? De moi? Du bébé? De cette vie? Ses yeux croisèrent les siens, mais il ne répondit pas. Et cela voulait tout dire. 2 jours plus tard, elle prépara un petit sac. Juste des vêtements, des vitamines, quelques livres. Quand il rentra, elle était dans le couloir, manteau sur le dos, la main serrée sur la poignée de sa valise. Son cœur s'arrêta. « Où vas-tu » demanda-t-il, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'ai besoin d'espace. » Il fit un pas en avant. « Anna, je ne te quitte pas. Je quitte ça. Ce silence. Cette prison que tu construis autour de nous. » Il parut souffrir. « Je ne voulais pas. » « Je sais, dit-elle. Mais les bonnes intentions n'arrêtent pas l'hémorragie. » Il tendit la main. Et pendant un instant, elle le laissa la toucher. Sa main sur sa joue, son souffle suspendu dans sa gorge. « Je t'aime encore, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. Puis, doucement, elle se dégagea. Et partit. Elle emménagea dans un modeste appartement à l'autre bout de la ville. Une amie de l'hôpital lui avait offert la chambre d'amis. C'était plus petit, plus vieux, avec des parquets qui craquaient et des murs délavés. Mais il y avait de la lumière. Des plantes. Des fenêtres qui s'ouvraient. Cela sentait le romarin, le café et un air qui ne portait pas le poids de la déception. Anna commença le yoga prénatal. Elle marchait chaque matin. Cuisinait ses propres repas. Mais la douleur en elle ne partait pas. Il lui manquait. Pas l'empire. Pas le nom. Lui. L'homme qui, autrefois, embrassait son front après minuit et murmurait qu'elle était la seule chose sensée dans sa vie. Où était passé cet homme? Et savait-il seulement comment la retrouver? Alexander laissait le Penthouse dans l'obscurité la plupart des nuits. Il essaya de la joindre. Une fois. Un message. 4 mots. Est-ce que tu dors? Elle le lut. Ne répondit pas. Il n'en envoya jamais d'autres. Son équipe le pressait de s'exprimer publiquement. Publier un communiqué.
S'excuser auprès du conseil d'administration. Clarifier sa position. Mais il refusait. Car la seule excuse qui comptait n'était pas destinée aux actionnaires ou à la presse. Elle était pour la femme qui marchait maintenant dans la ville avec son enfant en elle, et des larmes encore fraîches sur les joues. Un après-midi, alors que l'hiver fondait en un printemps fragile, Anna était assise dans la salle d'attente d'une petite clinique pour un contrôle de routine. Les murs étaient peints de fresques d'étoiles et de nuages. Elle restait silencieuse, la main posée sur son ventre arrondi. Une petite fille assise en face d'elle balançait ses jambes, serrant un lapin usé. Elle sourit à Anna et demanda « Tu vas avoir une fille ou un garçon ?»« Je ne sais pas encore », répondit Anna avec un rire doux. « Tu crois qu'ils aimeront les lapins ?»« Je l'espère. » La petite fille hocha solennellement la tête. « Mon lapin m'aide à dormir quand je suis triste. » La gorge d'Anna se serra. « Peut-être que ton bébé en aura besoin aussi, » ajouta la fillette. « Peut-être, » chuchota Anna, les larmes brûlant ses yeux. Car pour la première fois depuis des semaines, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle ne se sentait pas seulement seule, elle se sentait oubliée. Cette nuit-là, elle ouvrit son journal et écrivit une seule ligne, « Je ne sais pas si nous nous attendons encore, ou si nous sommes simplement en train de lâcher prise. » Elle referma le carnet, éteignit la lampe et se recroquevilla sur elle-même alors que la ville continuait de respirer sans eux. Mais à l'autre bout de la ville, dans un pantouse désormais sombre et silencieux, Alexander était assis à son piano. Ses doigts planèrent au-dessus des touches, puis, pour la première fois depuis des semaines, il joua. Pas une chanson d'amour, pas une mélodie d'espoir, mais une élégie silencieuse pour quelque chose qu'il n'était pas prêt à perdre et qu'il ne savait pas comment garder. La salle du conseil était plus froide que d'habitude. Alexander était assis en bout de la longue table d'obsidienne, les doigts entrelacés, la mâchoire serrée. Autour de lui se trouvaient les mêmes visages auxquels il s'était habitué au fil des ans. Des hommes en costume sur mesure, des femmes en talons résonnants sur les sols polis, tous maîtres des menaces voilées et des ultimatums polis. Les écrans au fond affichaient des graphiques, des titres de journaux et des actions en chute libre. Whitmore Holdings saignait. À cause d'elle. À cause de lui. À cause de la vérité que personne ne voulait dire tout haut. Un cadre s'éclaircit la gorge. Vous avez 72 heures pour publier une déclaration officielle niant la paternité. Si vous ne le faites pas, nos investisseurs commenceront à se retirer. Vous le savez. Une autre voix suivit. Nous avons organisé une conférence de presse. Vous n'avez qu'à lire ce qui est écrit. Cela n'a pas besoin d'être agressif, juste suffisant pour semer le doute. Une fois cela fait, ajouta un troisième, nous commencerons la stratégie de rétablissement. Nous gérons le récit. Alexander ne dit rien. Son silence n'était plus incompris. Il était redouté. Ils continuèrent quand même. Vous garderez votre poste. Nous minimiserons les dégâts en relations publiques. Mais seulement si vous coopérez. Seulement s'il mentait. Seulement s'il l'effaçait. Il se leva lentement de sa chaise et sortit. Pas un mot. Pas un regard en arrière. Dehors, la ville pulsait sous la pluie. Il monta dans la voiture noire qui l'attendait, les sièges en cuir froid sous lui. Son assistante était assise à l'avant, son téléphone vibrant sans arrêt. Elle se tourna légèrement. « Monsieur, vous avez un message. » De Anna. Il leva les yeux. Son cœur se serra. Elle n'avait pas donné signe de vie depuis des semaines. Il prit le téléphone d'une main qui tremblait plus qu'il ne voulait l'admettre. C'était un message vocal. 8 secondes seulement. Il appuya sur lecture. « Je n'ai pas appelé pour me battre. C'est juste que... tu me manques. Et j'ai peur. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Il ferma les yeux. La voiture continuait d'avancer, mais tout en lui s'arrêta. Pendant ce temps, à travers la ville, Anna était assise au bord de son lit, une main sur son ventre, l'autre serrant toujours son téléphone. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde. Elle ne s'attendait même pas à parler. Mais l'attente était devenue insupportable, et son cœur, autrefois si fort, était fatigué. Son bébé donna un coup pour la première fois, et elle haleta. Les larmes emplirent ses yeux, non de douleur, mais de nostalgie, car la personne à qui elle voulait le dire le plus au monde s'éloignait chaque jour davantage. Alexander se tenait au milieu de son bureau. Au-delà des parois de verre, la ville s'étendait dans toutes les directions. Puissante.
Infini. Bâti par des mains comme les siennes. Mais à l'intérieur, il était toujours ce garçon assis seul dans un couloir, attendant un père qui ne venait jamais. La différence, c'est que maintenant, il avait la chance de devenir quelqu'un d'autre. De choisir l'amour plutôt que l'héritage. Et il n'avait aucune idée de comment faire. Le lendemain matin, ses avocats attendaient une réponse définitive. L'équipe de relations publiques avait tout préparé. Les caméras étaient installées. Une déclaration soigneusement formulée était chargée sur le téléprompteur. Tout ce qu'Alexander avait à faire, c'était de se présenter. Au lieu de cela, il fixait le miroir. Nouant sa cravate. La desserrant. La nouant à nouveau. Il n'avait jamais paru aussi soigné, ni aussi perdu. À 10 heures, les journalistes se rassemblèrent. Les flashs crépitèrent. Les micros furent mis en place. La salle de conférence de presse était comble, mais le podium restait vide. 10h05, pas d'Alexander. 10h10, chuchotement. Téléphone qui vibre. Panique dans les yeux de son personnel. Puis, un message apparut sur le fil d'actualité, Alexander Whitmore annule son apparition. Déclaration à venir. À 10h12, Anna ouvrit sa porte. Alexander était là. De la pluie sur son manteau. Le souffle court. Plus de cravate. Pas de caméra. Pas d'entourage. Juste lui. Elle le fixa pendant un long moment douloureux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une simple feuille de papier pliée. La déclaration qu'il était censé lire. Il la déchira en deux. Puis en quatre. Il laissa les morceaux tomber entre eux. « Je ne pouvais pas le faire, dit-il doucement. Je ne pouvais pas mentir. Pas à propos de toi. Pas à propos de lui. » Les lèvres d'Anna s'entr'ouvrirent. Lui? Il fit un pas en avant, les mains tremblant légèrement. J'ai choisi le pouvoir toute ma vie. Mais le pouvoir ne m'a jamais tenu quand je ne pouvais plus respirer. Le pouvoir n'a jamais prononcé mon nom comme s'il signifiait quelque chose. Toi, si. Ses yeux à elle s'embuèrent. Je te choisis, Anna. Je choisis notre enfant. Même si cela me coûte tout. Elle le dévisagea. La colère. La blessure. L'amour. Tout remontait à la surface en même temps. Il tendit la main, effleurant à peine la sienne. « J'ai peur » chuchota-t-il. « Moi aussi » dit-elle. « Mais peut-être que nous n'avons pas affaire à effrayer et seul. » Il la tira dans ses bras, la serra comme si elle était la seule vérité restante dans un monde plein de bruit, et à cet instant, l'avenir n'était pas certain. Mais le choix, lui, l'était. De retour chez Whitmore Holdings, le chaos se déchaînait. Les actions chutaient, les journaux hurlaient à la trahison. Le conseil paniquait, mais Alexander n'était pas là pour l'entendre, car pour la première fois de sa vie, il était exactement là où il devait être. Le monde s'attendait au silence. Ou à un démenti. Ou à une distraction soigneusement élaborée pour rediriger l'attention vers les chiffres, et non les noms. C'est ainsi que Whitmore Holdings avait toujours fonctionné, avec précision, détachement et contrôle. Mais ce matin-là, tout changea. Alexander Whitmore se tenait derrière un podium dans une salle de presse bondée. Les caméras couvraient chaque angle. Les micros se pressaient devant lui comme des bouches affamées de scandale. L'air était électrique, non d'anticipation, mais de tension. Quelque chose allait basculer. Et personne ne savait dans quelle direction. Il ne portait pas de cravate. Ses manches étaient retroussées. Ses yeux, cernés de fatigue, contenaient quelque chose de plus profond que la stratégie. La conviction. Il s'éclaircit la gorge. Puis il parla. Pas de script aujourd'hui, commença-t-il, la voix basse et assurée. Juste la vérité. Une onde parcourut la salle. Il marqua une pause, jeta un coup d'œil rapide au premier rang journalistes, critiques, actionnaires, adversaires. Puis il regarda directement la caméra. Il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers temps sur ma vie privée. Sur une femme, un enfant. Sur la question de savoir si j'ai un avenir en dehors de cette entreprise. Autre pause. Je suis ici pour confirmer une chose. Tout est vrai. Des halètements. Audible. Il poursuivit.
Son nom est Anna Rhin. Elle n'est pas un scandale. Elle n'est pas une erreur. Elle n'est pas une menace pour cette entreprise ou pour moi. Elle est la femme que j'aime. Il laissa les mots se poser. Puis, nous attendons un enfant. Des flashs explosèrent à travers la salle. Alexander ne scia pas. Je comprends que ce n'est pas ce que les gens attendent d'un homme dans ma position, mais c'est peut-être là le problème. Nous avons passé trop de temps à nous cacher derrière des images lisses et des déclarations écrites par des gens qui n'ont jamais goûté à la peur, à la joie ou à la vulnérabilité. Il baissa les yeux un instant, puis les releva. J'ai bâti un empire, oui, mais j'ai aussi bâti des murs. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un a vu au-delà. Pas ce que je pouvais offrir, mais qui je suis réellement. Brisé. Imparfait. Mais prêt à se battre. La salle avait le souffle coupé. Je démissionne de mon poste de PDG de Whitmore Holdings, avec effet immédiat. Non pas parce que j'ai honte, mais parce que je veux vivre une vie dont je n'ai pas à me cacher. Il expira. Je veux être un père. Un vrai. Je veux construire quelque chose de mes propres mains qui n'ait pas de code boursier attaché à lui. Il fit un pas en arrière du podium, regarda à nouveau directement l'objectif. Et, Anna, si tu regardes ceci. Je choisis nous. Publiquement. Fièrement. Pour toujours. Et sur ce, il quitta l'estrade. Pas de questions. Pas de réponses répétées. Juste l'écho de la vérité dans une pièce qui avait oublié comment la reconnaître. Anna se tenait figée devant la télévision. L'alerte info avait allumé son téléphone. Elle l'avait regardé par curiosité, s'attendant à un autre communiqué de presse froid, une autre vague de gestion de crise. Mais il était là. Sa voix. Ses yeux. Ses mots. Elle se tenait dans sa petite cuisine, les mains sur la bouche, les larmes coulant librement. Le bébé donna un nouveau coup, pas un frémissement cette fois, mais une pression. Comme pour approuver, comme pour dire, je l'ai entendu aussi, maman. Elle pleura et rit et tomba à genoux, submergée, car elle avait espéré, mais elle ne s'était jamais attendue à cela. Pas à ça. Pas à lui. Pas à tout. Le pays explosa. La moitié applaudissait son honnêteté. L'autre critiquait son imprudence. Le conseil était furieux. Les actionnaires paniquaient. Mais les gens. Le pouvoir de voir quelque chose de vrai. Un homme ne fuyant pas les conséquences, mais courant vers l'amour. Les demandes d'interview affluèrent. Les titres changèrent de ton. Un PDG choisit l'amour plutôt que l'héritage. Le milliardaire qui a dit non au script. Est-ce la fin de Whitmore Holdings? Ou le début de quelque chose de plus? Mais Alexander ne répondit à aucun d'eux. Il n'alla pas dans les talk shows. Il n'écrivit pas de mémoire. Il rentra chez lui. Chez elle. Il arriva à l'appartement d'Anna le lendemain. Pas de caméra. Pas d'entourage. Juste lui. Cette fois, quand elle ouvrit la porte, elle ne le regarda pas avec suspicion ou peur. Elle le regarda comme s'il était la réponse à une prière qu'elle n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Il entra, silencieusement. Elle le fixa un instant, ses bras enroulés protectrices autour de son ventre. Puis elle chuchota, « Tu le pensais vraiment ?» Il hocha la tête. Chaque mot. Elle marcha lentement vers lui, les larmes emplissant à nouveau ses cils. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, dit-elle honnêtement. Moi non plus, murmura-t-il. Mais je veux le découvrir avec toi. Il se mit à genoux, pressa doucement son front contre son ventre, ferma les yeux. Je suis désolé pour le silence, dit-il. Pour la peur. Pour toutes les fois où je t'ai déçu. Elle posa ses mains sur les siennes. Et je suis désolé d'être parti sans te laisser me rattraper. Il leva les yeux vers elle. Je suis à jour maintenant. Et elle sourit. Parce qu'il l'était. Enfin. Ils s'assirent sur le canapé plus tard ce soir-là. Pas de plan. Pas de stratégie. Juste un espace entre eux qui ressemblait à un commencement. Alexander fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Elle cligna des yeux. Il l'ouvrit. Une bague. Simple. Élégante. Intemporelle. Je ne demande pas la perfection, dit-il, lui renvoyant ses propres mots. Juste une vie où nous ne nous cachons plus.
Son souffle se coupa. Et dans un murmure, rempli de tous les « oui » silencieux que son cœur avait retenus, elle dit « d'accord ». Dehors, la ville continuait. Les klaxons. Les voix. Les gros titres. Le chaos. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, quelque chose de puissant s'était produit. Pas un scandale. Pas une stratégie de presse. Mais une décision. Aimer sans peur. Recommencer. Ensemble. Et loin au-dessus du bruit, là où les salles de conseil régnaient autrefois et où le pouvoir dominait, un trône restait vide. Et un cœur, autrefois muré par l'héritage, avait enfin appris à s'ouvrir. Le printemps ne revint pas d'un coup. Il revint doucement, comme une seconde chance chuchotée à la terre. Dans la vallée du Colorado, où le vent se déplaçait sans hâte et où la nuit sentait le pin et le feu de bois, une ferme tranquille revint à la vie. Pas avec le luxe, mais avec la chaleur. Et à l'intérieur, une nouvelle vie commençait. Pas seulement pour l'enfant dormant dans la chambre d'enfant, mais pour les deux âmes qui avaient traversé le feu juste pour se retrouver. Alexander avait troqué les gratte-ciel pour les ciels ouverts. Ses journées ne commençaient plus par des réunions ou des titres de presse, mais par les pleurs doux et inimitables d'un nouveau-né au bout du couloir. Et chaque fois qu'il entendait cet appel fragile et féroce, il se levait sans hésitation. Ses pas étaient plus lents maintenant, ancrés. Ses mains, autrefois connues pour les signatures et les contrats, avaient appris la douceur. Celle que seuls les pères découvrent dans le noir, un biberon dans une main et un enfant endormi dans l'autre. Matthew James Whitmore était né sous les lumières douces de l'hôpital, Anna serrant la main d'Alexander si fort qu'il pensait qu'elle ne la lâcherait jamais. Et il n'avait pas voulu qu'elle le fasse. Au moment où Matthew avait poussé son premier cri, Alexander avait craqué. Pas de peur, mais d'émerveillement. Il l'avait tenu pendant des heures, chuchotant des excuses dans les cheveux du garçon, non pour ce qui avait été, mais pour tout ce qui ne le toucherait jamais. Pas de honte, pas de silence, pas d'absence. Seulement la présence, seulement l'amour. La ferme devint leur sanctuaire. La peinture était écaillée, la plomberie avait besoin de réparation. Mais les murs contenaient désormais des histoires, des vraies. Pas des victoires en salle de conseil ou des héritages commerciaux, mais le genre raconté par les rires de bébés et les danses dans la cuisine à minuit. Alexander coupait du bois le matin et apprenait à faire du café fort. Il marchait pieds nus sur les parquets qui craquaient et plantait des herbes avec Anna dans le jardin, ses mains sales d'une manière qui le faisait se sentir propre. La nuit, il écrivait. Pas des rapports, pas des discours, mais des lettres à Matthew. Une collection de pages qu'il prévoyait de lui donner un jour, quand il serait assez grand pour comprendre que son père n'avait pas toujours été l'homme qui le bordait. Et que l'amour prend parfois du temps à s'apprendre. Anna changea aussi. Elle reprit le travail d'infirmière à temps partiel dans une clinique locale. Les patients la saluaient par son nom, les enfants lui faisaient signe quand ils la voyaient en ville, et bien qu'elle fût toujours connue comme la femme des infos, personne ne la traitait comme un titre de journal. Elle était simplement Anna maintenant. Mère, guérisseuse, épouse en tout sauf le nom. Le soir, elle lisait à haute voix pendant qu'Alexander pliait le linge. Parfois, il s'endormait sur le canapé avec Matthew entre eux, ses petites mains agrippant leur chemise comme des encres vers une vie qu'il n'avait jamais rêvé mériter. Ils partageaient de longues promenades sous les étoiles, chuchotaient des plans pour agrandir le jardin, et s'embrassaient dans l'embrasure de la porte comme des adolescents apprenant la bouche de l'autre pour la première fois. C'était ordinaire, et c'était parfait. Mais la guérison n'est pas une route droite. Il y avait des nuits difficiles. Des nuits où Matthew ne dormait pas et où tous deux étaient trop fatigués pour parler sans aigreur. Des nuits où Alexander se réveillait de cauchemars, la voix de son père résonnant dans son esprit, le prévenant qu'il échouerait tout autant. Ces nuits-là, Anna le tenait. Pas avec des mots, mais avec le silence et la peau. Sa paume pressée contre sa poitrine jusqu'à ce que la tempête en lui s'apaise. Et parfois, elle pleurait aussi. Non de tristesse, mais sous le poids de la joie. De l'incrédulité que cette paix, cet amour, les choisit après toutes les années où elle pensait que cela n'arriverait jamais. Il ne visait pas la perfection, il visait la présence. Et ils ne cessaient jamais de se choisir l'un l'autre. Un après-midi, alors que la lumière dorée se déversait sur le porche, Alexander était assis avec Matthew endormi sur sa poitrine. Il se balançait doucement, une main posée protectrice sur le dos de son fils, l'autre traçant des cercles oisifs sur la coudoir. Anna sortit, portant 2 tasses de thé. Elle ne parla pas.
Elle s'assit simplement à côté d'eux. Après un long moment, elle chuchota, « Celle que je pensais devoir être me manque. Mais pas celle que tu étais vraiment, hocha-t-il. Et c'était suffisant. » Ils accrochèrent de nouvelles photos au mur. Pas des couvertures de magazines ou des prix d'entreprise, mais des instantanés d'une vie en cours. Anna pieds nus dans le jardin, Alexander faisant la sieste avec Matthew dans un hamac, de la farine sur le nez dans la cuisine, des gribouillages au crayon sur le frigo. Leur histoire racontée désormais en couleur. Pour les 3 mois de Matthew, ils n'invitèrent personne. Pas de presse, pas de spectacle. Juste 3 dans la cour, une bougie sur un cupcake, des rires portés par la brise. Alexander souleva Matthew dans ses bras, embrassant sa joue. « Toi, petit homme, dit-il, tu as tout changé. » Et Anna, regardant depuis la porte, chuchota, « Et tout nous a changé. » Cette nuit-là, alors qu'il bordait Matthew et le regardait glisser dans ses rêves, Alexander prit la main d'Anna et l'emmena dehors. Sous un ciel plein d'étoiles, il sortit quelque chose de sa poche. Une bague. Simple, discrète, dorée comme la vie qu'ils avaient créée. Il ne s'agenouilla pas, il n'en avait pas besoin. « Je sais que cette vie est déjà la nôtre, dit-il doucement, mais je veux le promettre à nouveau. Avec ton nom à côté du mien. Sans plus de rideaux, sans plus d'attente. » Ses yeux brillèrent. « Tu as toujours été la promesse, » chuchota-t-elle. « Oui. » Plus tard, alors qu'il dansait pieds nus sur le porche au son d'une chanson que seul pouvait entendre, Alexander pressa son front contre le sien et dit, « Ça. C'est tout ce que je ne savais pas avoir le droit de vouloir. » Et elle sourit, parce que c'était le cas. Et demain, il se réveillerait à nouveau, non comme l'attente du monde, mais comme un homme, une femme et un enfant, tenus ensemble par quelque chose de plus fort que le destin, un amour choisi, un amour vécu, un amour rebâti. La chapelle se dressait au bout d'un chemin de gravier, nichée entre des saules et un ruisseau étroit qui scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Elle n'était pas grandiose, elle n'était pas dorée à la feuille ni taillée dans le marbre, mais elle était honnête, comme eux. Elle sentait le cèdre et les fleurs sauvages. Les bancs étaient usés, le sol craquait en signe de protestation à chaque pas, et pourtant, quand Anna franchit le seuil, de la dentelle blanche traînant derrière elle, tout devint silencieux. Non par protocole, mais par révérence. Alexander se tenait à l'autel dans un costume bleu marine, sans cravate. Pas de foule. Juste un sourire tranquille qui trembla légèrement quand il la vit. Il l'avait vue de 100 manières, à la lueur d'une bougie, en tenue d'hôpital, recroquevillée sur un canapé avec leur fils dormant contre sa poitrine. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui se brisa de la plus belle des façons, parce que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Et elle marchait vers lui comme une promesse enfin tenue. La liste des invités était courte. Juste une poignée d'âmes qui les avaient accompagnés à travers la tempête, une infirmière retraitée qui avait autrefois encadré Anna, un ancien chauffeur qui tenait maintenant une librairie, et la sage-femme qui avait chuchoté des encouragements à l'oreille d'Anna quand Matthew était venu au monde. Matthew était là aussi, bien sûr, bercé dans les bras d'un ami proche, son petit nœud papillon légèrement de travers, le visage doux de sommeil. Il ne pleura pas une seule fois, comme s'il comprenait lui aussi que quelque chose de sacré se déroulait. La cérémonie commença sans musique, seulement des mots. Des vœux écrits dans des carnets tachés d'encre, prononcés avec des voix qui parfois vacillaient mais ne s'égaraient jamais. Alexander prit les mains d'Anna dans les siennes et chuchota, « J'ai un jour bâti un royaume de silence. Des pièces froides, des étages vides, mon nom sur des bâtiments mais pas sur des cœurs. Et puis tu es entré. Pas pour me sauver, mais pour me rappeler que je valais la peine d'être trouvé. » Les yeux d'Anna brillaient, les larmes en équilibre mais ne tombant pas. « Tu ne m'as pas sauvé, » continua-t-il, la voix se brisant. « Tu m'as vu. Toutes les fissures, toutes les pièces inachevées. Et pourtant tu es resté. Tu m'as choisi, encore et encore. » Il pressa ses doigts contre ses lèvres. « Et je promets de faire la même chose pour toutes les années à venir. » Puis ce fut son tour. Anna leva les yeux vers lui, sa voix douce mais inébranlable. « Je pensais que l'amour ressemblerait au tonnerre, à la foudre. Mais toi. Tu as été le calme après la tempête. Le calme que je ne pensais jamais mériter. » Elle prit une inspiration. « Je t'ai regardé devenir l'homme que tu as toujours été sous la peur. Je t'ai vu avec notre fils, pas parfait mais présent, et c'est l'amour que je choisirai toujours. » Elle sourit, la main sur son cœur. Même dans le silence, même dans l'incertitude,
je suis tienne. Les alliances étaient simples. Pas de diamants, pas de spectacle. Juste de l'or, solide, durable comme eux. Quand les derniers mots furent prononcés et qu'on leur dit qu'ils pouvaient s'embrasser, Alexander n'hésita pas. Il prit son visage en coupe comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, mais cette fois avec tout derrière eux et tout devant eux. Leurs lèvres se rencontrèrent, et le monde s'effaça. La fête eut lieu sous le ciel ouvert, avec des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres et de longues tables en bois habillées de lin et de romarin. Il n'y avait pas d'orchestre, juste un tourne-disque jouant de vieilles chansons d'amour alors que le crépuscule fleurissait autour d'eux. Ils dansèrent pieds nus dans l'herbe, le rire et la lumière dans leurs pas. Anna tournoya avec Mathieu dans ses bras, et Alexander les fit tourner tous les deux jusqu'à ce que tous trois s'effondrent en un paquet de joie sur une couverture de pique-nique. Plus tard, alors que les étoiles commençaient à apparaître une à une, ils s'assirent épaule contre épaule, les doigts entrelacés, regardant les lucioles s'élever comme de minuscules bénédictions de la terre. Vers minuit, les invités commencèrent à partir, mais Alexander et Anna restèrent sur le porche, enveloppés dans une courte pointe. Mathieu nichait entre eux, profondément endormi. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Ils écoutèrent juste les grillons, le vent, le souffle doux et régulier de leur enfant. Puis Alexander parla, la voix basse. On l'a fait. Anna posa sa tête sur son épaule. On est encore en train de le faire. Il embrassa ses cheveux, et elle sourit, parce qu'elle avait raison. L'amour n'était pas une ligne d'arrivée. C'était ça, le faire, le choisir, encore et encore. Quelque part aux petites heures, ils rentrèrent à l'intérieur. La ferme brillait dans le noir, chaude, vivante, pleine de quelque chose de calme et de sacré. Anna enfila un pyjama en coton. Alexander porta Mathieu jusqu'à son berceau, déposant un baiser sur son front avant de se glisser à nouveau dans le lit près d'elle. Ils restèrent allongés ensemble, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. « Tu crois qu'il se souviendra de tout ça ?» demanda-t-elle. Alexander chercha sa main. « Non, dit-il. Mais nous, oui. » Elle hocha la tête, serrant ses doigts. « Je veux qu'il grandisse en sachant à quoi ressemble l'amour, » chuchota-t-elle. « Il le sait déjà, » répondit Alexander. « Il le voit chaque fois que tu me regardes. » Cela la fit rire, d'un rire doux et vrai. Et alors qu'elle glissait dans le sommeil, il la regarda une dernière fois, mémorisant le soulèvement et la retombée de son souffle, la courbe de son sourire, la façon dont la paix avait enfin trouvé un endroit où se poser. Dehors, la lune baignait le champ d'argent. À l'intérieur, 3 cœurs battaient en rythme. Et quelque part entre le calme et l'aube, une nouvelle histoire avait commencé. Elle était entrée dans sa vie comme quelqu'un allumant une lumière dans une pièce oubliée. Et il avait enfin compris que le vrai pouvoir ne résidait pas dans le contrôle du monde, mais dans le fait de s'autoriser à être aimé. Alexander et Anna n'avaient pas choisi le chemin le plus facile. Ils avaient choisi le plus vrai. Et dans cet amour sans script, entre les silences et les nouveaux départs, ils avaient construit quelque chose que ni le temps ni la peur ne pouvaient effacer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous ? Votre présence transforme cet espace en un foyer pour des histoires comme celle-ci.